Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi de ne pas avoir pu pouvoir entendre l'ensemble de vos travaux qui étaient fort intéressants, du peu que j'ai entendu. Euh, Si vous voulez, dans un premier temps, pour me présenter, je suis agriculteur en Vendée, c'est-à-dire sur le bord de l'Atlantique, juste en dessous la Bretagne. Je suis producteur de lait sur une exploitation de 80 hectares avec mon épouse. Et on a 450 000 litres de production d'un salarié parce que je suis très peu présent sur mon exploitation. J'ai des responsabilités dans les chambres d'agriculture. Je suis secrétaire général dans mon département et aux différents échelons. Je suis vice-président du Conseil économique, social et environnemental de la région des Pays de la Loire, vice-président de la FNSEA dans mon département et puis d'une école, du groupe Établière, où nous pratiquons nombre de formations. Je vais revenir brièvement après, mais aussi du logement et puis de la remise en forme du sport, de façon à avoir l'intégralité pour des jeunes d'être bien dans leur corps, bien logés, pour être bien dans leur tête, pour bien étudier. Et les formations que nous dispensons sont sur l'agriculture, l'agroalimentaire, l'environnement, mais aussi la prothèse dentaire, la bijouterie, les métiers du cuir, le journalisme, la communication. C'est très divers, en fait, c'est un principe qui est très simple. Il y a un besoin professionnel quelque part. On monte à la demande des professionnels un comité de pilotage qui crée un référentiel de formation. S'il y a un diplôme ou un titre, on va le chercher. S'il n'y en a pas, on le crée avec la Fédération européenne des écoles. Le but pour nous étant d'être au plus près possible des besoins des entreprises et des jeunes. Alors comment je suis venu à m'intéresser au numérique? C'est quand je suis arrivé aux responsabilités dans les diverses organisations dont je vous ai parlé. On montait au début des années 2000 un site internet qu'on voulait, un site partagé à plusieurs organisations professionnelles, parce que la vie en réseau est assez culturelle chez nous, particulièrement dans l'ouest de la France, mais plus globalement dans l'agriculture. Je m'en suis occupé. Et en 2007, j'ai créé avec le directeur qui était le directeur de la FDSEA à l'époque, une web TV. C'était une des premières web TV qui se mettait en place dans le domaine de l'agriculture. Et je me suis intéressé aux réseaux sociaux à partir de 2010. Et ça a été pour moi une vraie révolution, quelque chose d'assez fulgurant, qui m'a emmené à écrire un livre qui est sorti au mois de septembre, que vous pourrez trouver, si vous le voulez, tout à l'heure pendant le cocktail. Agronumericus, Internet est dans le pré. Pourquoi? Parce que pour moi, le numérique, c'est pas une affaire de technologie. C'est avant tout un changement anthropologique. Alors pourquoi c'est un changement anthropologique? Parce que c'est quelque chose qui l'alliance inédite de trois choses: l'intelligence, la miniaturisation et puis l'ubiquité. On peut être partout. On peut être partout avec Internet. Et l'agriculture ne va pas échapper à ce changement. Vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, mais sur un angle plutôt technique, mais qui a une forte importance. Et l'enjeu, il est où? Il est que nous, agriculteurs, nous soyons demain maîtres de notre destin. Nous avons notre destin entre nos mains. Il ne tient qu'à nous d'en tirer tous les profits qu'on peut en tirer, ou alors d'être sous la dépendance de tel et tel qui nous dira un peu comment faire. C'est nous qui en déciderons. Alors le numérique, pour moi, c'est une révolution. Je vais vous dire pourquoi. C'est une rupture et qui nous conduit vers une nouvelle renaissance. Et je pense que l'agriculture peut être au cœur de tous ces changements. Alors pourquoi c'est une révolution? Moi, je situe ce changement pas avec l'arrivée de l'informatique. L'informatique est née au moment de la Seconde Guerre mondiale. Je pense, moi, que la bifurcation, la date que j'y mets, c'est le 29 juillet 1975. C'est le jour où Steve Wozniak, un jeune à Cupertino dans ce qui est maintenant devenu la Silicon Valley, appuie sur une touche, comme là, et voit la lettre qui tape s'afficher sur l'écran en face. Steve Wozniak, c'est l'associé de Steve Jobs. C'est comme ça qu'ils ont créé Apple. Et là, ils ont créé le premier personal computer et ils ont fait rentrer l'informatique dans la vie de chacun.
IBM, qui était le leader de l'informatique à l'époque, a rigolé. Il s'est moqué d'eux. Il dit, c'est pas possible, vous rigolez, c'est l'affaire d'ingénieur. Jamais les gens n'utiliseront l'informatique chez eux. D'abord, qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent de l'informatique? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'un ordinateur? L'avenir nous a prouvé le contraire. Alors pourquoi c'est une révolution? D'abord, parce qu'il génère chaque jour une énorme quantité d'innovations, de toutes sortes, en hardware, en software. Alors des softwares, des logiciels, des nouvelles applications, vous en voyez arriver dans vos métiers, comme dans tous les métiers, dans notre vie courante. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, je vais vous dire, la notion de métier, de vie courante, tout ça est en train de se mélanger. Ce qui pour moi est une très bonne chose, je vous dirai pourquoi. On voit arriver une masse de choses. Ça, c'est un des éléments du changement, qui est plus qu'une réforme, qui est véritablement une révolution. Deuxième élément, c'est la communication qui est totalement revue. La communication jusqu'ici était du sachant qui donnait des choses à celui qui ne sait pas. Ça, c'était le temps d'hier. Maintenant, la communication est devenue peer-to-peer, c'est-à-dire que chacun peut avoir quelque chose à dire et peut le dire comme il veut. Alors il se dit beaucoup de bêtises, ça je vous le concède. Il s'en dit pas plus qu'avant, sauf qu'il y a plus de gens pour les entendre et pour les critiquer aussi. Raison de plus pour on trouve aussi sur les réseaux sociaux, sur internet, beaucoup de choses qui sont pas terribles. Raison de plus pour y mettre des belles choses, pour laisser moins de place à ce qui est moins convenable. Troisième élément, et je pense que c'est le plus important de cette révolution, le numérique revoit l'information. La façon dont on l'émet et on la reçoit, la façon dont on la stocke, le cloud, vous savez ce nuage qu'on ne sait pas où il est, mais qui est des énormes data centers un peu partout dans le monde, qui stockent toute l'information. On n'a plus l'information sur nos ordinateurs. La plus grande partie est dans ces centres. Et la troisième élément, c'est la façon de traiter cette information. C'est le big data. Et là, le big data, tout le monde en parle. Depuis quelques mois, tout le monde parle du big data. Tout le monde a une explication. Moi, j'ai la mienne. Je l'ai pas inventé. Pour qualifier quelque chose de pouvoir utiliser du big data, il faut trois éléments. Il faut du volume. Il faut une masse énorme de données. Et dans nos exploitations agricoles ou dans nos entreprises, quelle que soit leur grandeur, finalement, sauf des énormes entreprises, on n'en a pas tant que ça par rapport à la masse qui se véhicule dans le monde. Sachez que il se génère autant d'informations tous les 2 jours depuis 2003 qui sont générées entre le début de l'humanité et 2003. Donc vous voyez la masse qu'on a dans nos entreprises, finalement c'est bien peu. Le deuxième élément, c'est la vélocité de ces informations. Certaines informations existent une fois pour toutes. Je prends toujours l'exemple de l'agronomie qui peut, je pense, vous parler, où l'analyse physique d'un sol, il ne varie pas. Par contre, l'analyse chimique va varier un peu plus. La météo dont on peut avoir besoin pour faire des prévisions dans nos exploitations, elle change constamment. Donc il faut une vraie vélocité. Il faut que ces données-là, pour être utilisables, soient générées pour certaines et même pour la plupart quasiment constamment. Donc une donnée qui a 15 jours, une donnée qui a quelquefois 2 heures, n'est plus une donnée fiable. Et le troisième élément, c'est la variété de données. Alors il y a des données qui sont évidentes tout de suite par rapport à une application. Il y en a qui sont beaucoup plus loin. Je prends souvent l'exemple du flux des oiseaux migratoires par rapport à un certain nombre de maladies, qu'elles soient des épizooties transmissibles à l'homme ou pas. Ce flux peut avoir une importance parce qu'on peut voir que suivant la façon dont il se déplace, il aura un impact ou il n'en aura pas. Alors son pourcentage d'un algorithme sera beaucoup moins important que d'autres qui sont plus directement liés à la problématique qu'on veut voir apparaître. Alors ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre également 3 choses. La première chose, ça nous permet de révéler les choses, directement de les révéler. Et ça, c'est un changement fondamental. J'y reviendrai tout à l'heure en vous parlant de recherche et de développement. Jusqu'ici, on fait de l'expérimentation pour prouver les choses. Demain, la masse de données et ces 3 V nous permettront de dire ça c'est vrai, juste le fait de les constater grâce à de puissants algorithmes mis en place. Deuxième élément, le big data permet de prédire les choses. On peut faire des prévisions. C'est comme ça que Google est devenu
l'entreprise la plus fiable pour prédire certaines maladies courantes comme la grippe. Beaucoup plus que que tous les sondages épidémiologiques qu'on peut faire, parce que par différents outils ils vont y arriver. Sur vos smartphones, par exemple, il faut que vous sachiez que votre voix est constamment enregistrée et l'intonation de votre voix est enregistrée. Donc Orange ou Bouygues, suivant ou d'autres dans d'autres pays, suivant l'entreprise avec laquelle vous travaillez, elle a vos intonations de voix. Si elle se rend compte que dans un périmètre donné, les intonations de voix ont changé. Les gens parlent plus lentement, plus rapidement. C'est révélateur. Ça peut être révélateur d'un certain nombre de choses, d'une épidémie ou autre chose. Donc c'est des éléments, c'est des signaux faibles qui permettent de prédire un certain nombre de choses. Et tout ça, avec une masse de données, va devenir de plus en plus fiable. Et le troisième élément, qui est le plus fabuleux, je pense, c'est que le big data permet de faire réagir, c'est-à-dire permet de commander. Et c'est les robots. On a déjà quelques robots humanoïdes, mais on n'est qu'au début de ce qu'on peut avoir. Vous connaissez tous Nao. Vous en verrez quelques photos tout à l'heure de ce petit robot qui peut faire le ménage, qui peut tout faire. Vous verrez qu'il va quand même pas remplacer l'homme, parce que il y a une chose qu'il ne fera jamais, c'est la sensibilité à l'art. L'art va prendre une place importante, parce que je pense que c'est le plus des humains qu'on peut avoir sur toute la robotique. Mais toutes les tâches contraignantes qu'on peut avoir partout, dans nos métiers, et Dieu sait si nos métiers sont des métiers quelquefois contraignants, la robotique va nous aider. Ça va d'ailleurs changer. J'ai entendu tout à l'heure une question par rapport à l'emploi. Je pense que ça va remettre en cause la notion même d'emploi. Alors Internet, lui, c'est plus une révolution, c'est une rupture. Je vous ai parlé de 75 pour la bifurcation du numérique. Je pense que je situe plutôt Internet aux alentours de 1995. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'alliance de l'intelligence et de l'ambiguïté, de l'ubiquité. Je pense que c'est là que ça commence. Alors pourquoi c'est une rupture? Internet change le rapport au temps. On a le temps qui est rentré, formaté dans nos têtes, n'est pas un temps naturel. Un temps de travail, un temps de loisir, un temps de repos qui est séquencé dans des choses prédéfinies dans la journée, c'est pas un temps naturel. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, je suis éleveur laitier. J'ai beau décider que je vais travailler de 8 heures le matin à 18 heures le soir en faisant une pause de 2 heures à midi, si j'ai une vache qui veut veiller la minuit, qu'elle a besoin de moi, si je me lève pas, il va y avoir un souci quelque part. Donc, je pense que de la même façon, vous avez accès à vos mails quand vous voulez. Vous avez accès à une recherche parce que vous pensez à quelque chose sur Internet quand vous voulez. Et on peut multiplier. Vous avez une OAD qui vous aide dans votre travail. Vous pensez à quelque chose, vous pouvez la consulter. Ça change le rapport au temps. C'est ce qui fait dire qu'actuellement, on devient esclave de ces outils. C'est, dans un premier temps, je pense, un peu vrai, jusqu'au moment où on aura changé notre façon de percevoir le temps, la notion de travail. La notion d'emploi a été très liée à la deuxième révolution industrielle, à la révolution d'Henry Ford, aux chaînes qui sont mises en place. Je pense que ce temps-là est un temps qui est en train de changer. Comment, je sais pas. Dans quel pas de temps ça va se passer, je sais pas. Sûrement pas 100 heures, sûrement pas 100 KO, mais je pense que ces outils-là vont nous permettre d'aller vers un temps qui sera beaucoup plus physiologique. Le rapport au territoire est changé. Jusqu'ici, tous les territoires sont uniquement géographiques. Je pense que ça, c'est une notion qui est en train de changer. Le territoire qui rassemble des gens. Si je vous demande quel est le territoire le plus peuplé au monde actuellement, vous allez me dire c'est la Chine, peut-être l'Inde. Moi, je vous répondrai le territoire le plus peuplé au monde actuellement, c'est Facebook. C'est Facebook qui réunit le plus de monde actuellement autour de sa plateforme. Donc c'est une notion de territoire qui ne connaît pas de frontières, qui est en train de revoir les choses. Ça, c'est Internet qui nous le permet. Et ça aussi, on n'est qu'au début de quelque chose qui deviendra vite fondamental. Troisième élément, Internet a changé les rapports humains. Je mets cette carte, je ne sais pas si cette carte vous dit quelque chose. Jusqu'à il y a quelques semaines, je disais, c'est peut-être la carte de la bifurcation de la véritable démocratie participative. C'est la carte de l'impact du tweet « Je suis Charlie ». Le jour même des attentats du début d'année, moi je l'ai pris, il y en avait une quarantaine de faits.
c'est très rare que je tweete ce genre de choses. Je pense que ça avait bouleversé beaucoup de monde. J'imaginais pas qu'il allait être pris 6 550 000 fois dans le monde. Et c'est bien ça qui a déclenché les manifestations spontanées. C'est bien ça qui a déclenché tous les chefs d'État qui sont venus à la demande du président de la République manifester à Paris. J'imaginais pas qu'on reviendrait quelques mois après à la même chose. Mais depuis ce qu'on a vu, il y a un mois maintenant, je ne dis plus peut-être, je suis sûr que c'est le début de la démocratie participative. Avec tout ce qu'elle peut avoir de bon et aussi tout ce qu'elle peut avoir de mauvais, parce que c'est aussi grâce à ou à cause d'Internet que les mauvaises choses se propagent. Mais c'est bien ça qui a fait que quand Facebook a mis à 10h30, Laurent Sotti, le directeur de Facebook France, a proposé aux gens de mettre un filtre bleu, blanc, rouge sur leur avatar sur Facebook et ailleurs, c'est ce qui a déclenché le bleu, blanc, rouge partout dans le monde. Notre drapeau est devenu le drapeau de la liberté et de la fraternité partout dans le monde. Et je pense que c'est définitif. On ne pèse pas encore l'impact que cette chose-là aura eu. Comme quoi, toute chose malheur est bon. Si on pouvait arriver à ça sans passer par des drames comme on est passé, ça serait encore mieux. Mais tout ça pour vous dire que les rapports humains sont fondamentalement changés avec Internet. Alors, pour aller un petit peu dans l'avenir, je suis pas Madame Soleil, donc c'est des pistes qu'on peut donner. Je pense qu'il y a une renaissance post-moderne qui se dessine. L'ère moderne qui est née de l'imprimerie est morte. On rentre dans quelque chose de nouveau. On parle beaucoup du siècle des Lumières, on parle beaucoup de ce que nous ont apporté les Lumières. Je pense que c'est les Lumières qui nous ont apporté l'individualisme. Je pense que c'est la renaissance post-moderne qui va nous apporter la vie collaborative. Contrairement à ce que beaucoup pensent, qu'on va vers de l'individualisme, moi je pense que c'est le contraire. Je l'ai pas inventé, je tiens ça notamment de Michel Maffezoli, qui est un professeur de la Sorbonne, qui a écrit Le temps des tribus, qui décrit avec beaucoup plus de finesse que je peux le faire, et ce genre de choses. La multitude rentre en action. Tout le monde peut tout faire, je vous dirai un peu comment tout à l'heure dans nos métiers. Alors cette renaissance post-moderne revoit fondamentalement la médiation. On a jusqu'ici une vie qui est en silo. On est structuré comme ça parce qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas suffisamment de vision horizontale parce qu'on n'avait rien suffisamment intéressant pour nous aider à le faire. Le numérique nous donne un apport considérable qui nous permet de voir les choses de façon beaucoup plus transversale. Et on va passer du transactionnel au relationnel. On y est déjà un peu rentré, je pense, mais on va aller beaucoup plus loin. On rentre dans l'ère de la désintermédiation. Les intermédiaires sont en train de changer, voire de se supprimer pour certains. Je vous dirai tout à l'heure dans nos métiers ce que ça peut impacter. Il revoit aussi les transactions. Transactions sont faites essentiellement par de la monnaie jusqu'ici. Les monnaies sont liées au territoire. Le territoire change, les monnaies sont déstabilisées, en partie à cause de ça. C'est un des éléments du trouble important qu'il y a dans les échanges de monnaie actuellement. C'est pas le seul, il y en a bien d'autres, mais celui-là en est un. Vous avez peut-être entendu parler des monnaies locales, qu'on avait le Bitcoin, les blockchains. C'est des éléments de troc en fait, ces choses-là, qui permettent d'échanger un certain nombre de choses. Alors, ça déstabilise énormément les États. Parce que on sait encore pas comment on fera pour lever l'impôt pour la vie commune à partir de ça. Mais c'est quand même quelque chose qui est en train de s'installer, qu'on le veuille ou non. Et on pourra mettre toutes les interdictions qu'on voudra, on ne pourra jamais lever ce mouvement de fond qui est en train de naître. Autant réfléchir à la façon dont on va faire pour organiser la vie de la cité avec ça. On est en train aussi de revoir la création de valeur. Je pense qu'on va aller vers un retour aux valeurs fondamentales. Et actuellement, la captation des valeurs, on le sait dans nos métiers, est beaucoup plus pris par les intermédiaires que pour celui qui la crée réellement. J'imagine que c'est dans la plantation, dans la canne à sucre, comme ça peut l'être dans les d'autres productions que je connais beaucoup mieux, le lait ou la viande bovine, où c'est pas le producteur qui tire la plus grande partie de la valeur ajoutée, parce qu'il y a besoin de beaucoup d'intermédiaires. À partir du moment qu'on va désintermédier un certain nombre de choses, je pense que le producteur va pouvoir capter plus de valeur qu'il en avait jusque-là. Mais pour ça, il faut s'emparer de l'innovation de rupture pour pouvoir être vraiment maître de nos décisions et de ce qu'on pourra en faire. Alors, comment offrir aux agriculteurs des outils
pour venir un petit peu à quelque chose qui est plus près de nous. Comment offrir aux agriculteurs des outils qui nous permettront de réduire la pénibilité du travail, de faciliter nos échanges, d'octroyer un revenu décent, en fait de répondre à des besoins. Parce que tout ça doit répondre à des besoins, il ne faut pas que ça soit un gadget. Et c'est ça les véritables challenges qu'il y a à relever. Le numérique n'est pas un enjeu en soi, c'est un moyen. Les enjeux, ils sont ailleurs, je vous le dirai tout à l'heure. Et ces enjeux, c'est bien de répondre à des besoins. La première chose qu'il faut, on va revenir très terre à terre, c'est une bonne couverture du territoire dans les milieux ruraux, quel que soit l'endroit où on est dans le monde. D'habitude, je dis plus dans notre pays, il y a déjà assez à faire. Mais pour vous, je me dois de le dire plus globalement que ça. On parle en France de 95% du territoire couvert de façon convenable par le numérique nomade, c'est-à-dire la 3G ou la 4G. C'est pas vrai. C'est 95% de la population qui est couverte, mais pas 95% du territoire. Les zones à forte densité de population sont mieux couvertes que des zones à faible densité, parce qu'il y a plus de rentabilité pour les opérateurs. Ça paraît logique. N'empêche que demain, si on veut pouvoir avoir des produits compétitifs dans nos campagnes, quel que soit l'endroit où ils sont dans le monde, pour pouvoir à la fois produire de la nourriture, mais aussi plein d'autres externalités qu'on devra produire demain, parce qu'on rentre dans l'ère de renouvelable, donc on va aussi devoir produire de l'énergie, produire des matériaux, produire de la biochimie, etc., etc. Il nous faudra une couverture du territoire qui soit bonne. Vous verrez, je donnerai tout à l'heure d'autres exemples, notamment le fait qu'on rentre dans une industrie de la connaissance et dans une agriculture de la connaissance beaucoup plus qu'une agriculture utilisatrice d'intrants. On continuera à en avoir tant qu'il y en a, mais les connaissances, on n'utilise pas 1% des connaissances qu'on peut utiliser. Et grâce au numérique, on pourra le faire, à condition d'abord d'avoir une bonne couverture du territoire. J'ai mis dans mon livre 6 points sur lesquels je pense que ça va impacter l'agriculture. Le premier, c'est la gestion des risques. Notre métier, par définition, est un métier de gestion de risque. C'est comme ça qu'on est passé des chasseurs-cueilleurs à l'agriculture par la sédentarisation, donc en gérant du risque. Si on ne gère pas de risque, on continue à aller à la pêche, à aller à la chasse, on y va encore, c'est sympa, mais on y va pour les loisirs, on n'y va pas pour manger. Et cette façon d'appréhender le risque va fondamentalement changer. Je vous ai parlé tout à l'heure du big data qui va nous permettre de prévoir, de prédire un certain nombre de choses. Là, on en a un élément. Vous avez parlé beaucoup d'irrigation dans des zones moins arides que certaines dans lesquelles vous êtes. J'ai fait pendant 10 ans, j'ai monté avec des collègues une installation collective d'irrigation. Je sais de quoi je parle quand je parle d'irrigation. Pour gérer de l'irrigation, il faudra demain pouvoir prévoir beaucoup plus les choses pour anticiper les quantités d'eau à mettre, etc., ces genres de choses. Donc le numérique, oui, nous permettra ça via le big data, mais nous permettra aussi de pouvoir mieux indemniser les agriculteurs quand une catastrophe sera arrivée quelque part, et même si on prévoit bien les choses, il y aura toujours, et peut-être même de plus en plus, d'éléments perturbateurs, de catastrophes naturelles ici et là dans le monde. Et le numérique peut nous permettre ça. Il y a déjà des entreprises qui s'y sont attachées. Monsanto a racheté ClimateCorp. ClimateCorp, c'est un formidable outil. Il y en a d'autres bien aussi bien qui existent, mais un des enjeux pour eux, c'est à partir de cet outil-là, d'avoir la globalité et notamment de pouvoir maîtriser l'assurance. Actuellement, ils sont en capacité d'indemniser des agriculteurs sinistrés beaucoup plus vite que l'USDA peut le faire, parce qu'ils sont beaucoup plus réactifs via ces outils-là. Je pense que je vous ai dit tout à l'heure que notre destin est entre nos mains. Je pense que c'est mieux à nous d'avoir nos propres outils pour faire ça, pour les maîtriser nous-mêmes. J'ai rien contre Monsanto, ils m'aident bien par rapport aux semences qu'ils m'apportent et aux produits qu'ils m'apportent sur mon exploitation. Mais malgré tout, j'aime mieux que ce soit moi qui décide la façon dont je vais gérer mon exploitation que lui. Et ça, c'est un élément fondamental de maîtrise des outils par les agriculteurs. Deuxième élément sur lequel ça va changer nos métiers comme bien d'autres, c'est le financement qui va être revu aussi de façon considérable. Jusqu'ici, on parle
on a une gestion patrimoniale du financement de nos outils de travail. On acquiert un outil pour pouvoir s'en servir. Je pense que demain, on achètera plus de services d'un outil que d'acheter l'outil lui-même. Jusqu'ici, on le faisait pas parce que c'était pas facile d'échanger des outils. Maintenant, ça va devenir très facile. L'Uber du matériel agricole, il est déjà né, il existe. Il en existe au moins en France qui s'appelle WeFarmUp. Il est très récent. J'ai pas de pub à faire pour eux, mais c'est un outil qui paraît intéressant, il permettra pas à l'agriculteur du Kenya d'échanger avec un bosseron une moissonneuse-batteuse. Mais le même outil permettra au planteur de canne à sucre du Cameroun d'échanger un outil qu'il aura besoin avec un autre qui est à 10 kilomètres de chez lui, et au bosseron dans le Loiret ou dans l'Eure-et-Loire d'échanger sa moissonneuse-batteuse avec un autre qui est à 25 ou 30 kilomètres, et le même outil permettra les deux. Donc on n'est plus dans du financement à la propriété, on est un financement à l'usage. Autre exemple, un certain nombre de robots, des herbeurs qu'on voit arriver, je pense que il doit y en avoir dans vos productions également, des outils comme ça qui vont arriver, des outils qui vont coûter très cher. Par contre, ces outils-là, c'est fabuleux, on peut les faire travailler 24 heures sur 24. Ils n'ont même pas besoin de phare la plupart du temps. Et il n'y a pas un agriculteur qui aura l'utilisation de cet outil 24 heures sur 24 sur un temps donné. Par contre, par ces moyens d'échange, qui reste à inventer. Vous allez me dire, pour ceux qui connaissent ça, on a déjà les CUMA, oui, mais ça permettra d'amplifier encore ce travail-là, puissance 10, puissance 100, je sais pas. Donc le financement va être revenu autrement. Autre élément, le financement va être un rapprochement du consommateur avec le producteur via le crowdfunding, le financement participatif qui rentre dans tous nos métiers. Je pense qu'un consommateur français qui aime bien les petits sucres, je fais partie de ceux-là, mais je mange pas beaucoup de sucre, mais qui est plutôt ocre que blanc, demain pourra peut-être être intéressé pour prendre une part de financement dans une plantation, puis peut-être un jour d'aller voir ce qui s'y passe, et puis de pouvoir dire le sucre que j'ai là à vous offrir, ben ma foi j'ai une petite part du financement que j'ai eu. Donc on rentre je vous ai parlé des intermédiations tout à l'heure, cet élément-là en fait partie. On va me dire c'est le système bancaire qui est revu autrement. Pas vrai. Le système bancaire est anonyme. On met de l'argent qu'on a capitalisé, qu'on prête quelque part, mais on ne sait pas à quoi il sert. Là, on peut directement suivre, parce que les choses sont des intermédiaires, l'utilisation de l'argent qu'on a pu placer quelque part. Le crowdfunding, en gros, c'est ça. Ce n'est pas que ça, mais en gros, c'est ça. Ça, c'est le numérique qui nous le permet. La recherche et le développement vont être, je pense, fondamentalement revus. On voit déjà, alors là, il y a la grande inconnue, comment les choses vont s'articuler entre ce qui existe et ce qui peut naître. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'âge de la multitude. Il y a un certain nombre de livres qui ont été écrits déjà là-dessus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des Living Labs, des Fab Labs. C'était ces endroits de co-créativité où on peut inventer des choses, où tout ce qui s'y fait est en open source, ouvert, à condition de laisser vraiment, on peut tout prendre, mais à condition de ce qu'on fait, de le laisser aussi. Donc c'est une façon complètement différente de revoir de revoir l'entreprise. C'est pas des philanthropies du tout, hein. C'est une façon différente de voir l'entreprise. Donc cette recherche-là va venir s'additionner à celle qu'on connaît déjà. S'y associer. Je pense pas à la remplacer, mais celle plus fondamentale, plus classique, je veux dire qu'on a actuellement, va aussi devoir se remettre en cause pour travailler aussi de cette façon-là. L'expérimentation, là du coup je pense va être totalement revue. Jusqu'ici, qu'est-ce qu'on fait quand on veut expérimenter? On a des choses qu'on imagine devoir être vraies. On ne sait pas comment faire, donc on prend un échantillon. Pourquoi on prend un échantillon? Parce que déjà, on n'a pas la masse dont je vous ai parlé tout à l'heure, le volume suffisant. On prend un échantillon qu'on veut représentatif, qu'on va mettre en action pour prouver si oui ou non ce qu'on pressent est vrai. Avec le big data, ça va être complètement revu. L'expérimentation va être complètement revue. Donc la R&D va être complètement revue. Le Smart Agri, vous l'avez évoqué, je pense, dans des présentations avant, c'est tout, ça c'est ce qui nous parle le plus. C'est l'intelligence artificielle au bénéfice de l'agriculture. C'est tous les outils qu'on peut avoir, que ce soit des outils d'aide à la décision, que ce soit des robots, que ce soit des drones, que ce soit des capteurs, de toutes sortes, qui vont nous aider, qui nous aident déjà dans nos exploitations. C'est toute cette intelligence artificielle qui nous aide, mais c'est qu'un tout petit élément du numérique. Il faut surtout pas se focaliser croyant que le numérique ce n'est que ça.
Le conseil et la formation vont être complètement revus également. Jusqu'ici, je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai parlé de communication, parce qu'en fait, du conseil et de la formation, c'est de la communication, on a imaginé jusqu'ici, depuis plusieurs siècles, uniquement du sachant. Je dis plusieurs siècles parce que ça n'a pas toujours été comme ça. L'agora grecque, par exemple, n'était pas ça, mais était au niveau d'une ville, était au niveau de la cité. C'est comme ça qu'ils ont inventé la démocratie d'ailleurs. Et il y a le sachant qui dit, qui donne des choses à celui qui veut apprendre. Maintenant, j'étais vendredi à une autre intervention avec Pierre Giorgini, qui est le recteur de l'université catholique de Lille. Je suis déconcerté dans les amphis maintenant. Quand je dis quelque chose, quand j'affirme quelque chose aux étudiants, il y en a forcément un qui 3 minutes après me dit: Monsieur, ce que vous avez dit c'est pas vrai. Il était voir sur Google parce ils ont tous leur tablette et puis ils ont accès à Internet, ou il a vu sur Facebook ou interrogé son copain qui est à l'autre bout du monde. Il dit: ce que vous avez dit c'est pas totalement vrai. Et puis moi je passe pour un con. Alors, je commence à travailler autrement que travailler comme ça. Et c'est vrai, je pense que ça, j'ai bien mis ensemble le conseil et la formation, parce que je pense que c'est la même chose pour les deux. On rentre dans le conseil et la formation inversée, c'est-à-dire que de plus en plus, on ira chercher de l'information partout. Elle est partout, cette information. Mais par contre, on a besoin de se réassurer. On a besoin d'échanger. On a, avec des gens. On aura demain nos conseillers, peut-être, il y en a sûrement parmi vous, si vous allez devenir des coachs. Des coachs d'animation de groupe, des coachs pour aider un chef d'entreprise ou des collaborateurs à les faire évoluer par rapport à tout ce qui est, et leur apprendre à apprendre tout ce qui pourra venir. On a déjà des outils qui nous arrivent. Vous avez tous entendu parler du e-learning, vous avez tous entendu parler des MOOC, des Massive Open Online cours. Donc c'est cours en ligne qui ne sont pas qu'une vidéo qu'on va voir, parce qu'il y a du travail collaboratif qui est fait derrière. C'est comme ça que le MIT qui a fait les premiers avec Stanford, ou toutes les MBA peuvent, au lieu d'avoir 300 étudiants d'excellence dans un amphi, peuvent en avoir 20 000 du monde entier. Et dans ces 20 000, certains ne pourront jamais se payer l'entrée au MIT ou à Stanford, mais malgré tout, ça leur permet de mettre en valeur leur capacité intellectuelle. Et je pense que pour ces gens moins favorisés, il vaut mieux que ce soit ça que des choses beaucoup plus sombres qui les animent demain, parce que l'enjeu, il est aussi là. Le dernier élément, c'est un marché. Le marché, je l'ai qualifié de glocal, qui est à appréhender. Pourquoi glocal? Parce que le monde est devenu un village. Et le consommateur, quel que soit l'endroit dans le monde où il est, il veut avoir connaissance de son producteur, même si ce producteur-là n'est pas son voisin. On parle beaucoup de circuits courts. J'ai eu la chance d'aller 2 fois l'année dernière en Chine, et le consommateur à Qingdao, sur le bord de la mer de Chine, si je lui envoie de la viande ou du lait, a envie de connaître aussi son producteur. C'est naturel et c'est possible avec le numérique. C'est un des 3 éléments dont je vais vous décrire maintenant. C'est pas le premier. Le premier, c'est le numérique permet d'anticiper le marché. Il y a 3 éléments, je pense, pour maîtriser les prix, maîtriser le marché. C'est l'anticipation, de façon à mettre en production le plus près possible du besoin en quantité et en qualité du consommateur. On parle beaucoup de marché segmenté, mais si d'un côté il est segmenté avec un pourcentage défini de tel et tel produit, de tel et tel segment de produit, et puis qu'on met en production de façon différente, c'est ce qui se passe actuellement. Les prix sont complètement désarçonnés, et c'est toute la chaîne, c'est l'effet domino. Si on a mis, je vais vous parler de poulet parce que je connais pas la canne à sucre, je m'excuse, si on met du poulet label en production pour 30% du marché et qu'il y en a 20%, on fait tomber les prix de celui-là, mais on fait tomber les prix de toute la chaîne. Au moins toute la chaîne qui est en dessous. Même chose pour le bio. Même chose pour tous les éléments tous les éléments. Donc la maîtrise de l'appréhension du marché est fondamentale. Et là, c'est fondamental pour les producteurs, pour les agriculteurs, de le maîtriser nous-mêmes. J'aime mieux que ce soit nous, ensemble, qui définissions les quantités qu'on aura à mettre en production, non pas que ce soit un distributeur, parce qu'on l'aura laissé faire, lui il n'aurait fait que son métier, qu'il le fasse et qu'il me dise: toi tu vas produire à tel prix parce que j'ai besoin de ça à tel prix. Les enjeux, ils sont là. Le deuxième élément, c'est l'approche
du consommateur, l'approche du client. Je parle plus d'une approche client qu'une approche marketing. Marketing n'en est qu'une partie. On est en capacité désormais de pouvoir appréhender chaque client de façon quasi individuelle. Facebook le fait à merveille, ça. Pour ceux qui sont dessus, il y en a, je pense, pas mal parmi vous. Vous voyez tous des pubs arriver à tomber pile par rapport à ce que vous êtes. Moi, ce qui m'affole, je commence à en voir pour les obstacles. Donc, c'est un peu ennuyeux, mais c'est une appréhension du marché. Donc, il faut connaître ce marché et il faut connaître ça. Troisième élément, c'est la logistique. Si on ne maîtrise pas la logistique, on ne maîtrise pas le marché. Et le numérique va nous aider dans les trois. Et c'est essentiel que nous ayons la maîtrise de l'ensemble. Et actuellement, au moins, pour ce que je connais des agriculteurs en métropole, on ne maîtrise aucun des trois. Alors qu'il faut bien qu'on maîtrise les trois. Alors, quelle agriculture tout ça va nous donner? L'agriculture est déjà plurielle. Je pense qu'elle va être encore plus plurielle demain. On n'ira pas vers une agriculture uniformisée, et c'est tant mieux. Chaque région du monde est différente et chaque région du monde peut exprimer son potentiel. Et les agricultures qui vont se développer ça et là seront liées par rapport aux réalités du territoire beaucoup plus que par rapport à telle et telle envie. On va vers ce que j'appelle une agriculture augmentée, que certains appellent l'agriculture écologiquement intensive ou l'agroécologie, peu importe. Pourquoi je l'appelle l'agriculture augmentée? Parce qu'elle sera augmentée d'intelligence. On va vers une utilisation de moins en moins importante d'intrants. Et là-dessus, c'est pas une gageure de dire que je connais pas un agriculteur qui les utilise par plaisir, que ce soit les pesticides ou les engrais, on les utilise parce qu'on en a besoin. On est d'abord les premiers à prendre des risques si risques il y a, et puis ça coûte cher. Donc on va pas en mettre plus qu'il le faut. On a déjà appris largement à en mettre moins, mais on en utilisera encore moins. Mais par contre, on va rentrer dans une ère, on utilisera de plus en plus de connaissances. Il y a quelque chose qui est en train de devenir une vraie science, je pense, c'est le biomimétisme. C'est-à-dire regarder la nature, apprendre ce qu'elle fait, pour vraiment le transposer. Il y a quelqu'un que j'aime bien, j'ai jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Gunther Pauli, que certains disent qu'il est le Steve Jobs de l'environnement, qui a une vision très positive, mais aussi très réaliste de l'écologie. Qui ne voit que de l'aubaine partout, où les autres ne voient que contraintes et handicap. Si on en croit Gunther Pauli, il n'y a pas besoin de COP21, suffit de changer notre logiciel interne et on changera les choses. Il dit une chose, il n'y a pas de déchets dans la nature. Et quand on regarde bien, c'est vrai, il n'y a pas de déchets dans la nature. Il suffit de regarder comment elle fait et de réutiliser les choses. Je pense que dans la canne à sucre, ce qui est le plus intéressant pour vous, c'est le sucre, évidemment. Mais il y a plein d'autres produits. Je pense qu'un certain nombre sont brûlés. Peut-être pas partout maintenant. Je pense qu'il y a peut-être à réfléchir à ce qui peut s'en faire. Il y a des fibres, il y a plein de choses. C'est pour vous donner un exemple, sans connaître du tout ce qui peut se faire, mais d'utilisation qu'on peut faire de ce qu'on considère actuellement comme des déchets, mais qui n'en sont pas. Et ça, c'est l'agriculture dans laquelle on va rentrer progressivement, avec le temps, mais c'est celle qui s'installera demain. J'ai mis 4 types d'exploitation. Les exploitations familiales. Vous voyez derrière ça les exploitations qu'on a en France, qu'on a globalement en Europe, qui sont des très petites entreprises. Même la plus grande des exploitations de la Beauce, malgré tout, reste une TPE. Il y a au plus un salarié, souvent pas du tout. Donc c'est pas une grande entreprise. Alors on a besoin dans ce type d'exploitation, mais c'est pas exclusif dans celle-là, d'améliorer la qualité de la vie. On a besoin d'outils d'aide à la décision, notamment pour enregistrer les pratiques celles qu'on nous impose, celles qu'on nous impose pas aussi, mais déjà celles qu'on nous impose, et d'optimiser nos pratiques pour gagner en productivité et puis en compétences également. L'agriculture des grands espaces, que certains appellent l'agriculture industrielle, mais j'aime pas le terme. Qui va vouloir, mais les premiers veulent aussi, et ceux qui suivront aussi, un retour sur investissement de ce qu'on peut faire. Optimiser les marges, gérer le marché, ce que j'ai évoqué avant. C'est des choses dont on a besoin, peut-être plus là qu'ailleurs, parce que dans ces grands espaces, c'est pas facile à faire uniquement avec les outils qu'on avait jusqu'ici. J'ai mis en photo le programme Farstar, mais que c'est qu'un outil de ce qu'on a. Toutes les photos que vous avez là, c'est des illustrations de mon livre. Une agriculture qui est très présente jusqu'ici, mais je pense qu'il va prendre une place considérable dans les années à venir ou les décennies à venir, notamment pour l'alimentation, c'est l'agriculture urbaine.
Il y a deux types d'agriculture urbaine. Il y a celle qui sera industrialisée, très verticale, des mégalopoles comme Singapour ou certaines ou Shanghai ou d'autres grandes villes n'ont pas de terre. Savoir que la Chine, immense pays, n'a pas de terre cultivable, ou tout au moins pas assez par rapport à sa population. En France, on a 4 hectares pour nourrir un Français. En Chine, il y a 20 arts, 0,2 hectares. C'est pas du tout la même chose. Donc l'agriculture verticale pour l'alimentation va prendre une place. Et c'est tant mieux. Ça nous permettra, dans les campagnes, de produire d'autres externalités de façon importante. On nourrira pas tout avec l'agriculture urbaine, mais ça en fera partie. Ça, c'est un modèle. Le deuxième type d'agriculture urbaine qu'on commence à voir arriver, et je pense que c'est pas mal, c'est les jardins partagés, c'est les jardins familiaux, les jardins sur le toit. Mettre sur le balcon un petit peu de culture pour la nourriture. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est important? Ça permet aux gens de pouvoir palper leur nourriture. La nourriture a un caractère sacré et beaucoup, c'est ce qui nous permet de vivre. Beaucoup de gens paniquent un peu par rapport à la nourriture parce qu'ils ont plus de lien par rapport à la production agricole. Et le fait d'avoir une partie de nos nourritures qui vont produire par des jardins leur permet de retrouver ce lien. Je pense que c'est des choses qui vont se développer. Et le quatrième type d'agriculture, je pense que ça vous le connaissez mieux que moi. Je suis jamais allé encore dans les pays en question, notamment en Afrique. C'est l'agriculture des pays émergents qui, je suis convaincu, fera, à ce que j'en ai lu, à ce qu'on m'en a dit, va faire un bond considérable avec l'arrivée du numérique. Pourquoi? Parce que vous avez, pour ceux que ça concerne ici, pas besoin de désapprendre un logiciel qu'on nous a mis depuis des générations dans notre tête. Vous allez directement passer d'un point A à un point B et utiliser le numérique tel qu'il doit être utilisé, parce que vous n'avez pas besoin de désapprendre tout ce que nous, on a besoin de désapprendre pour pouvoir y arriver. Et là, c'est des choses qui existent déjà, le microcrédit, des circuits commerciaux qui se mettent en place comme ça de façon totalement dématérialisée, et aussi du conseil qui se fait via des SMS de façon très simple, mais l'utilisation des outils est souvent beaucoup plus simple, beaucoup plus basique qu'on imagine. Alors effectivement, on doit passer à autre chose. On en est à peu près tous conscients, c'est ce qui nous fait souvent un peu nous angoisser, un peu paniquer même, parce qu'on ne sait pas véritablement ce qui change, ce qui va changer et vers quoi on va. Alors les enjeux, ils sont où? Je vous ai dit, le numérique n'est pas un enjeu. Les enjeux demain, j'en ai qualifié 3, ça va être produire en quantité, nourrir 9 milliards d'habitants, plus leur fournir toutes les externalités dont ils auront besoin pour remplacer en partie au moins le pétrole et les minerais et les terres rares qui ne seront plus là. Il va falloir assez d'ingéniosité et de production de renouvelables pour le faire. Il faudra produire intelligent, évidemment, et derrière tout ça, je vous le redirai tout à l'heure, il y a la fin du gaspillage et produire gagnant, de façon à ce que ceux qui vont produire s'en sortent, je pense, dans nombre d'endroits dans le monde, mieux qu'ils s'en sortent actuellement. Alors, j'aime bien cette photo. Je ne sais pas si elle vous dit quelque chose. C'est l'histoire de Raymond DeVos, qui raconte l'histoire d'un brave homme qui a fait un petit peu les bistrots de la ville, et puis il a un petit peu trop bu, il a perdu ses clés de voiture. Il sait plus où il les a mis, il a 4 pattes en dessous d'un lampadaire, il les cherche, et il y a quelqu'un qui passe, qui lui dit: mais qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mes clés. Tu les as perdues là? Ah non, je crois pas, mais c'est là qu'il y a de la lumière, donc je les cherche là. Et je pense, actuellement, ce qu'on fait, c'est ça. On cherche les clés de demain sous le lampadaire. Et les clés de demain, elles sont pas sous le lampadaire, c'est la fin du gaspillage. Je vous l'ai déjà dit, c'est la montée en puissance des renouvelables et l'utilisation massive de la connaissance. Il y en a peut-être d'autres, mais ces trois-là, j'en suis convaincu, c'est les clés de demain, du développement, de l'agriculture, de l'industrie, du développement économique de demain. Alors pour faire ça, si j'avais une recette, je voudrais bien avoir des recettes parce que je pense que je gagnerais beaucoup d'argent, mais j'en ai pas. Je vais vous proposer 3 règles. Je pense qu'il faut qu'on retourne à nos fondamentaux. Je vous dirai comment, au moins pour ce qu'on a fait, ce qui s'est fait, pas nous, mais nos aînés, ce qui s'est fait en France il y a quelques décennies. On doit faire venir à nous la multitude, ce qu'on n'a pas fait vraiment jusque-là, et passer en mode créatif, ou revenir à un mode créatif, au mode design. On est actuellement dans un mode procédure. On invente des procédures et on essaye de mettre de l'innovation là-dedans, ça marche jamais. Retrouver nos fondamentaux, c'est quoi? Je vous ai dit que
L'agriculture s'est développée en France. J'ai eu la chance, l'énorme bonheur cet été, de passer 2 jours avec le grand philosophe Michel Serres. Il m'a dit, tu sais, l'agriculture, c'est la plus grande révolution du XXe siècle. On est passé de 78% de la population en 1900 à guère plus de 1%, donc à l'époque de Méline, à guère plus de 1% en 2010, en multipliant par 10 la productivité. Je parle là de la France métropolitaine. Mais je pense qu'on peut l'extrapoler dans d'autres endroits. Et ça s'est fait en 2 temps. Le premier temps, c'est la désertification des campagnes pour aller alimenter les usines. C'est la relation de la ruralité au taylorisme. Mais pour autant, on produit pas forcément beaucoup plus. Les villes sont nourries par les colonies. C'est aussi la période de colonisation. Donc, des zones assez riches. La production venait de ces pays-là, en bonne partie. 1945-1960, décolonisation. Il a fallu produire beaucoup plus. C'est là qu'il y a eu un trait de génie, voulu, pas voulu, j'en sais rien, j'étais pas. J'étais juste né. Un président de la République de droite, le général de Gaulle, qui prend un ministre de l'Agriculture de gauche, Edgar Pisani, qui va chercher une équipe de gamins à la GAC, Michel Debatisse, Raymond Lacombe, Auguste Gris, Bernard Lambert et plein d'autres. Ils vont faire la politique agricole, ils vont faire ce qui va mettre l'agriculture française dans un mode de production qui nous emmène à ce qu'on a maintenant. Et on peut dire qu'on a peut-être surproduit, qu'on a peut-être mal produit, c'est ce que certains disent maintenant. N'empêche que c'est ce qui a permis de nourrir l'intégralité de la population et nous a permis d'avoir une agriculture exportatrice qui n'est finalement pas si mal pour notre balance commerciale au moins. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour y revenir? C'est recultiver les réseaux. On rentre dans un monde où on va vivre en réseau beaucoup plus que de façon pyramidale. Et ça, c'est encore, je pense, dans la culture paysanne, au moins pour ce qui nous concerne ici. Privilégier le collectif, peut-être beaucoup plus qu'on le fait que depuis plusieurs années, et aller vers le collaboratif. Et je vous mets ce slogan qui est facile, mais j'aime bien. Seuls nous pouvons aller vite, ensemble nous irons loin. Alors faire venir aussi à nous la multitude. Qu'est-ce que j'appelle la multitude? C'est toute cette masse de gens qui a un avis sur nos métiers. On en voit beaucoup quand même, qui ont un avis sur l'agriculture. C'est pas choquant par le fait que c'est ce qui leur permet de vivre, parce que ça leur apporte leur nourriture. Par contre, moi je leur dis, j'ai pas besoin que vous me dites comment faire. Par contre, j'ai besoin que vous veniez faire avec moi. Donc apportez vos compétences pour qu'on le fasse. Donc place aux faiseurs, place aux doueurs. Je vous ai parlé tout à l'heure des Farm Labs, des Fab Labs qui vont se mettre en place. Je pense que c'est des choses dont on a besoin. Je vous dirais tout à l'heure, j'ai commencé personnellement à faire des choses dans ce sens-là. Là, je reviens en arrière. Attirer aussi à nous les nouvelles élites. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui connaissent les conférences TED, qui connaissent ces choses-là. On a des jeunes, des moins jeunes, une masse d'intelligence, de gens qui ont envie de faire des choses, qui sont particulièrement brillants. Vous connaissez peut-être aussi l'école 42, l'école qui a été mise en place par Xavier Niel, qui va changer, révolutionner la formation. On est plus en lien avec des élites de l'ancien monde, allez je vais le dire, je pense aux énarques, qu'avec ces nouvelles élites qui sont dans un monde beaucoup plus souple, beaucoup plus agile, et qui seront, je pense, celles qui feront demain. Et ces élites-là, on est moins en relation avec, et je pense qu'il faut qu'on aille échanger, s'acculturer avec eux. Et c'est là aussi qu'on trouve ces gens-là qui ont une idée sur notre métier, qui est pas forcément celle qu'on voudrait, mais je pense qu'on a des échanges à faire avec eux. Je pense que c'est eux qui feront la réalité, qui seront les vraies élites de demain. Passer en mode design, en mode créatif, pour aller explorer de nouveaux horizons, parce qu'effectivement, c'est jamais où on croit, c'est toujours où on croit que ça marchera pas, que les nouvelles choses arrivent. C'est toujours par l'erreur que les Edison, quand il a inventé la lumière, il cherchait pas ça. Hein. Ou quand il est pas la lumière, le téléphone, il cherchait pas ça. C'est toujours comme ça que les choses sont arrivées. Donc, il faut aller chercher cette créativité. Pour ça, je vous ai mis ça, adopter l'innovation frugale. L'innovation frugale, c'est entre autres un concept qui a été écrit par Navi Rajnou, qui est un chercheur franco-indien
qui dit avec des bouts de ficelle, avec rien, on peut faire beaucoup de choses. On va dire c'est un bon bricoleur. Ok. Mais quand ce bon bricoleur est le conseiller de Carlos Ghosn et le conseiller de Guillaume Pépi, fait travailler des entreprises comme ça pour revoir l'innovation dans l'entreprise, on peut quand même aller regarder ce qui s'y fait. Et dans nos métiers, c'est comme ça que à Green Startup, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, probablement pas. C'est un concept que j'ai mis en place avec quelques collègues. Là, ça veut dire que le temps que je mette un parti est fini. On met des étudiants, des professionnels, des gens qui veulent, en mode création de start-up pendant 48 heures. J'ai un projet, j'ai une idée, je commence par la présenter, par la pitcher devant les gens qui sont là, qui eux ont envie de participer à l'élaboration de quelque chose. Et derrière ça, les équipes se forment. Alors les gens qui pitchent un projet viennent souvent avec un embryon d'équipe. Mais ils vont après développer, ils ont besoin d'autres personnes, d'autres compétences pour développer ça. Et certains qui ont des compétences, qui vont être des développeurs informatiques, des designers, qui vont être des gestionnaires, etc., etc. Étudiants, souvent brillants, de grandes écoles, viennent là et en 48 heures, on les met avec l'aide de mentors, avec l'aide de coach, en situation de monter le projet, monter la start-up. Et à la fin, il a pitch devant un jury. Et il y a 1 an qu'on a commencé ça. Et notre plus grand bonheur, c'est de voir certaines entreprises déjà commencer à se constituer avec ça. On a besoin demain de ce mode de créativité pour pouvoir penser cette agriculture de connaissances qui sera l'agriculture de demain. C'est ce que j'appelle l'innovation disruptive, c'est-à-dire l'innovation qui n'est pas l'amélioration d'un point A pour aller vers A1, A2, A3, ce qu'on fait depuis longtemps. C'est bien celle qui est incrémentée sur la rupture, qui est la rupture du numérique et d'Internet, pour pouvoir faire autre chose. C'est pour ça que je vous mets, il y a l'avant et il y a l'après. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on se rende dans la tête. On ne peut plus penser innovation sans penser à ce moment de rupture. C'est pas possible. Ces possibilités d'innovation, elles sont immenses. Pour ça, il faut croire dans ce que sont nos valeurs. Croire en l'homme et laisser de la place à l'émotion. Je pense que l'émotion va devenir une vraie valeur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a un plus par rapport au robot. Je pense que le plus, il est là. Je pense que ce plus, il est là. Il faut produire, oser, se préparer à faire autre chose. Et ces vraies valeurs, je pense, j'en ai mis 3 là, c'est la transparence, c'est la confiance, c'est la bienveillance, qui sont en train de devenir des vraies valeurs économiques. Demandez à Volkswagen, demandez à Spanghero, s'ils regrettent pas de ne pas avoir pensé que ça c'était des valeurs économiques pour l'entreprise de demain. La transparence, c'est pas celle qu'on veut, c'est celle qu'on constate. Je vous ai dit tout à l'heure que la communication avait changé fondamentalement. Tout se sait. C'est l'effet papillon. Vous connaissez le vol d'aile d'un papillon à Durban qui déclenche une tempête à Dublin, mais c'est exactement ça qui est en train de se passer. Donc tout devient transparent. Ce que vous avez très peu de choses que vous pouvez cacher, puis à la limite pourquoi les cacher? Autant considérer que la transparence est une valeur, on a beaucoup plus à y gagner. La confiance, pourquoi? Parce que dans ce monde-là, si on n'a pas confiance en ce que fait l'autre, on aura du mal à pouvoir créer. Et la bienveillance, pourquoi? Quelqu'un qui ne sera pas bienveillant, et c'est pas de l'angélisme, sera forcément rattrapé par la patrouille, vu que tout est transparent. Je vous ai mis disrupt for not be disrupted, mais effectivement, être dans la description pour pas nous-mêmes être disruptés. Vaut mieux être Uber, franchement, actuellement, qu'être taxi. Et qu'on le veuille ou non, j'ai rien contre les taxis, bien au contraire, je m'en sers même souvent, mais on pourra mettre toutes les règles qu'on voudra, toutes les lois qu'on voudra, Uber remplacera les taxis. Airbnb, qui a une progression 5 fois plus importante en termes financiers que le groupe Accor, pourtant qui est le géant mondial de l'hôtellerie, fait que les choses ne sont plus comme avant. La disruption est là. Et cette disruption, autant que ce soit nous qui la mettions en œuvre pour nos métiers. Alors pourquoi je vous mets bienvenue sur les termites? Alors je connais pas les termites, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui connaissent plus ces termites que moi. C'est un animal qui me fascine. Je
connais pas d'animal qui est capable de construire de telles cathédrales qui sont plutôt pas mal faites par rapport à sa propre hauteur. Il n'y a pas un homme qui est capable de construire si haut par rapport à notre propre hauteur. Et ça, sans chef, sans architecte. Je pourrais vous mettre de la même façon le vol des tourneaux. Je sais pas si vous avez volé des étourneaux. Il n'y a pas longtemps que j'ai découvert ça. Je l'ai pas découvert, en fait, on me l'a fait découvrir. Vous avez jamais vu de collision des tourneaux. Ils volent très vite, par milliers, par millions. Il n'y en a jamais deux qui se catapultent l'un dans l'autre. Donc, le monde dans lequel on rentre, c'est celui-là, où les choses vont s'articuler de cette façon-là, et c'est le numérique qui va l'articuler. Donc ça, il faut l'imaginer, il faut l'intégrer. Et c'est la nouvelle façon de travailler, c'est la façon qui va remplacer la structuration pyramidale qu'on a actuellement. C'est pour ça que il faut toujours avoir les pieds sur terre. Je veux dire, répondre aux besoins, d'abord répondre aux besoins, toujours répondre à un besoin. Mais pour ça, préférer la créativité aux procédures. Je vous l'ai dit, on a la fâcheuse habitude, au moins ici, de mettre en place des procédures pour tout faire. On met en place des beaux cadres pour tout. J'ai presque dire la COP21 en est un, mais bon, on va oser espérer que ça soit un cadre qui réussisse, s'il n'est pas trop contraignant en termes de cadre. Je veux pas dire en termes d'objectifs. Donc préférer la créativité pour arriver à ce qu'on veut, l'initiative plutôt que des règlements. Et là, on peut quand même en agriculture en parler beaucoup. Il y a deux phases de la politique agricole. Il y a la phase 1962-1992, qui était une phase de construction, où il y avait une belle place de laisser à la créativité. De 92 à maintenant, c'est quand même une phase dans laquelle on est rentré dans une phase réglementaire qui est plus pénalisante que génératrice de plus de productivité. On la veut environnementale et je pense qu'elle pénalise aussi l'environnement plus qu'elle le fait évoluer. Et préférer le pragmatisme au finalisme, c'est-à-dire toujours se remettre en cause, avoir les pieds sur terre de ce qu'on a à faire pour pouvoir arriver à ce qu'on veut. Les méthodes à mettre en place, c'est celle du Lean Startup, je pense. On est au moins une. C'est une startup. Il y a deux choses pour qualifier une startup. Bien sûr, il faut que ça soit innovant, mais aussi il faut que ça soit fulgurant. Si une startup ne se développe pas vite, elle est morte. Pour ça, il y a la phase d'intuition. On a une idée, on la pense. Vous avez parlé des green startups dans nos métiers, mais on pourrait parler aussi des hackathons, on pourrait parler aussi des startup week-ends, toutes ces choses-là qui se mettent en place. Cette intuition, on l'incrémente de façon souvent désordonnée au départ, mais c'est pas grave. Les procédures viendront derrière. Et pour lui donner de la valeur. Et après, on rentre dans une phase d'itération pour la développer, pour la faire, pour répéter le processus au maximum. Et il y en a quelques-uns assez sympas qui sont répétés beaucoup, parce que quand les galamins de la Silicon Valley ont fait un petit outil pour pouvoir aller draguer les filles qu'il y avait dans l'université, et que c'est devenu un des leaders mondiaux de l'économie, parce que c'est quand même comme ça qu'ils ont fait Facebook. L'itération, elle est quand même énorme. Et c'est des exemples qui sont quand même assez parlants. Cette méthode, elle est comment? Bon, j'ai une idée. Cette idée, je la développe, mais je la mets tout de suite en production. Elle sera pas parfaite, mais je la mets en production. Et ce produit, je vais trouver des gens. La monnaie d'échange sera sûrement d'un premier temps uniquement que de le tester, mais de me faire un retour de ce qu'ils en ont pensé, parce que ça a aussi une valeur. C'est ce qui va me permettre d'apprendre de ce qu'ils en auront ressenti, ces premiers clients, et le plus souvent de bifurquer pour améliorer mon idée, et je vais la remettre en production avec un peu plus de clients, un peu plus vite, un peu plus haut, un peu plus fort. Et à force de tourner comme ça, on arrivera à produire quelque chose qui peut devenir un géant mondial, si c'est un but, mais ce n'est pas forcément un, dans un domaine qui nous intéresse. Et pour conclure, je voudrais vous mettre cette phrase qui est du fondateur de Wikipédia. C'est mon ami Idriss Aberkam qui dit ça, et il commence en disant comme ça: si j'ai un billet de 10 €, je vous le donne, il est à vous, il est peu à moi. Si j'ai de la connaissance, je vous la donne, mais je la garde et je m'enrichis de la vôtre. Et la connaissance de nos territoires cultivés, c'est un miroir brisé. On en a chacun un petit morceau de ce miroir, et le numérique va demain, est déjà un formidable outil pour le reconstruire. Voilà, c'est tout ça que j'ai essayé d'écrire dans ce premier tome. Je dis bien premier tome parce que je pense qu'il va y en avoir d'autres. d'Agronumericus. Alors, j'ai sûrement oublié plein de choses.
C'est pour ça qu'on va laisser un peu de temps pour des questions. Et vous pouvez retrouver, alors sur le site, j'avoue qu'il n'est pas très fourni parce que j'ai pas le temps. Vous pouvez me retrouver aussi sur Twitter, trouver aussi le livre, sur Facebook et aussi sur LinkedIn. Merci. Merci Monsieur Pillot pour cette. Bougez pas, ou installez-vous, d'accord. Très mieux. Alors, qui se lance dans une première question? La parole est à la salle. Qui veut se lancer? Bon. Jean-Paul, tu peux peut-être nous donner un exemple concret, toi, de plateforme de partage de matériel. Donc, Nadège, pour Jean-Paul, puisque tu as un cas concret. Oui, merci beaucoup. Donc Jean-Paul Hébrard, directeur de TV Agri. Et effectivement, on a créé aussi WeFarmUp, partant sur le principe qu'il fallait apporter une réponse à comment aujourd'hui un agriculteur peut disposer d'un matériel performant et comment il pourra en disposer demain alors que le prix des matériels, si on prend un tracteur, en 10 ans, en 20 ans, il a doublé. Une charrue, le coût d'une charrue a doublé en 10 ans. Comment être capable, dans 10 ans, de pouvoir toujours avoir du matériel performant en France ou ailleurs à l'étranger, comment acquérir aussi du matériel. Et là-dessus, on a imaginé donc une plateforme un peu comme Airbnb, de partage de matériel, c'est-à-dire avec cette idée de devoir saturer les investissements. La compétitivité, c'est la capacité aujourd'hui à saturer les investissements. Et quand on achète un tracteur en France qui fait 600 heures par an, c'est une aberration sur le plan économique. Et il faut justement, et c'est vrai que c'est pas du tout concurrent des Cuma, une Cuma c'est un cercle de 5 à 10 km, mais au-delà, il y a certainement le numérique qui permet de rencontrer l'agriculteur à 30 ou 40 km qui a un matériel qui ne le sature pas et qui va avoir la capacité, comme ça, à plusieurs, à pouvoir saturer l'investissement et redonner de la compétitivité à la ferme France ou dans d'autres pays aussi, puisqu'on est aujourd'hui en train d'étudier le fait de le développer à l'étranger. Ça s'appelle wefarmup.com. Alors, Régis, tu veux... Oui, un mot sur le CIRAD, peut-être au niveau expérimentation? Je ne voulais pas parler du CIRAD, mais c'est vrai que le CIRAD peut aussi tout à fait être appliqué parce qu'on est en plein dans cette thématique, hein, je dirais. Mais les choses évoluent très vite. J'ai été vraiment très content, enfin heureux de votre présentation parce que c'est vrai qu'on voit à quelle vitesse tout va. Mais moi, j'aurais voulu juste poser une question, en fait, parce que vous avez parlé dans les clés de fin de gaspillage. Et quand vous avez donné, un peu énuméré l'ensemble des possibilités, bon, je reste un peu sur ma faim, quoi. Je ne sais pas comment on va finir par résoudre ce problème qui est vraiment extrêmement important et puis inquiétant. Parce que quand on voit que l'Australie, moi j'ai été 4 ans en Australie, j'ai vu un petit peu les gaspillages qu'il peut y avoir aux États-Unis et j'en passe, des pays, mais c'est impressionnant. Il faudrait vraiment un changement de mentalité, mais extrêmement fort pour pouvoir inverser les choses, quoi. Je ne sais pas, parce que là on a affaire à un changement de mentalité. Alors voilà, dans les clés que vous avez proposées, moi j'aimerais que vous reveniez peut-être un peu là-dessus. Mais là, la réponse, vous la donnez vous-même. C'est dans les modalités qu'il faut changer. Et je pense que c'est déjà un peu enclenché parce que il faut qu'on écoute, il faut qu'on entende les signaux faibles que nous donnent les consommateurs, que nous donnent nos concitoyens, ce qu'on a du mal à faire jusqu'ici. C'est ce que je suis en train d'essayer de travailler. Je me lance à réécrire à nouveau, et c'est un peu plus là-dessus. Les clés, moi, je les ai pas. La façon de faire, je l'ai pas. Peut-être les méthodes pour y arriver. L'agriculture, quand elle s'est développée un peu en silo. Il y a un peu une exception agricole dans son fonctionnement. Et après, on a un fonctionnement où on est très lié au territoire, mais c'est pas illogique, et donc à partir de là, très lié aux politiques du territoire. Par contre, on n'est pas lié à la multitude. Et cette évolution qui existe déjà un peu dans les mentalités du consommateur, on l'a pas. Alors après, il y a l'éducation qui va rentrer. Il y a une chose sur laquelle on a peut-être un peu loupé le coche là quand on a parlé d'une cinquième demi-journée ou une cinquième journée de cours. Il y a trois choses, je pense, qui sont essentielles pour demain. Qu'on n'apprend pas assez aux gamins, ça va être les langues, particulièrement l'anglais, qu'on le veuille ou non, c'est la langue internationale. C'est d'apprendre à coder, parce que demain, coder sera aussi important que de savoir lire et écrire. Il n'y a rien à voir avec le gaspillage. Troisième élément, j'y viens.
c'est apprendre à cuisiner et peut-être même à produire un peu pour apprendre à bien manger. Une des clés du gaspillage, il est là, c'est... je sais pas si ça pourrait durer longtemps qu'un tiers de l'humanité crève de cholestérol pendant que l'autre crève de faim. Il y a besoin de réapprendre à bien manger, il y a de prendre conscience de ces éléments-là. Alors, je suis peut-être naïf, mais je pense pas que c'est par des règlements qu'on y arrivera. Je pense que c'est par l'intelligence collective qu'on pourra y arriver, à mettre des choses petit à petit, bout à bout, et montrer du doigt celui qui le fera pas. Mais ça se fait déjà un peu. Le processus est lancé. Nous, on est la génération des gaspilleurs quand même. Faut en avoir honte, mais l'avouer. Nos enfants, nos petits-enfants, je pense le seront moins, parce qu'il y a déjà le tri de ce qu'on appelle des déchets, mais qui ne sont que du recyclage de choses qu'on n'utilise plus, y compris ce qui est fermentescible. Heureusement qu'il y a des fermentescibles pour redonner pour donner de la nourriture à la terre, pour qu'elle puisse continuer à produire. Ça, c'est l'élément essentiel de la fin du gaspillage. Mais je pense que c'est par cette prise de conscience qu'on y arrivera. Vous l'avez dit. Après une recette pour y arriver, moi j'en ai pas. Clairement, j'en ai pas. Mais petit à petit, bout à bout, ces choses-là y arriveront. Mais je crois pas non plus. Je crois pas dans le grand soir, ça c'est clair. C'est pas parce qu'on décrétera un jour que c'est pas parce que samedi soir. On a 195 pays dans le monde ont décrété qu'on allait revenir à plus à quelque chose de meilleur au niveau du climat, ce qui est très bien, surtout très très bien que ça soit fait, que c'est fait. Ça sera fait le jour où l'ensemble de la population aura pris conscience de le mettre en place. C'est pas d'imposer telle et telle chose à telle et telle personne qui le fera. C'est la prise de conscience collective qui y arrivera. Mais pour arriver à cette prise de conscience collective, il y aura des phases vertueuses, mais il y aura aussi des phases de chaos qui nous emmèneront vers autre chose. Il faut remettre en cause, il faut sortir de notre zone de confort dans laquelle on est. Et je me mets dedans. Si on n'accepte pas de sortir de notre zone de confort, c'est forcément de l'autre qu'on veut l'effort pour arriver à ce qu'on veut, alors que c'est en nous qu'il est. Je sais pas si ça répond à... Si, non, mais c'est un débat extrêmement vaste et intéressant. Alors, qui veut tenter sa chance? Non? Oui, Olivier. Merci beaucoup, Président. Écoutez, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'aurais une question et en même temps, en fait, un retour de votre part que j'aimerais avoir. On voit effectivement que l'Internet, tous ces réseaux donnent énormément de puissance, des capacités fantastiques. Après, faut-il avoir le temps de les exploiter? Et quand vous dites, oui, on peut investir aujourd'hui dans une société parce qu'elle produit mon sucre, oui, on peut aller chercher chacun de ses clients. Effectivement, on a la possibilité, l'information elle est là, les réseaux sont là, les moyens de paiement sont là, tout ça c'est possible. Mais est-ce qu'on peut avoir le temps de faire tout ça? Et quel est, vous, justement, de votre point de vue, quel est votre point de vue sur cette limite de temps et comment, je dirais, s'en séparer ou arriver à arranger du fait qu'on n'a que 12 heures et on ne peut pas non plus passer énormément de temps sur tout ce qu'on veut faire. Et notamment quand vous dites la désintermédiation, c'est effectivement quelque chose d'idéal, mais est-ce qu'on aura le temps de tout faire ou est-ce qu'il faudra de toute façon à un moment faire confiance à quelqu'un, faire confiance à un intermédiaire pour vendre ses produits ou pour investir? Voilà, c'est vraiment cette question cruciale de temps qui peut manquer plus finalement que les capacités techniques aujourd'hui des outils. Merci. Alors, je vous ai dit, dans la rupture d'Internet, Internet change trois choses. Il change notamment la notion du temps. Et l'appréhension du temps, surtout. Il est clair que si on reste formaté à la gestion du temps telle qu'on l'a maintenant, on aura beaucoup de mal. Et on a beaucoup de mal. On parle beaucoup d'infobésité. C'est-à-dire d'être submergé par l'information. Ce qui est vrai, ce qui est le cas. Quel est l'élément actuellement qui nous submerge le plus au niveau du temps? C'est le mail. Combien de mails sont utiles? 1%? À peu près. Je pense pas, parce que comment on faisait avant? Sûrement beaucoup plus confiance. Je vous ai bien parlé de trois valeurs qui, pour l'économie de demain, la transparence, la confiance et la bienveillance.
Si on n'intègre pas ces éléments-là, effectivement, le temps est très dur à gérer. Malgré tout, je pense qu'il y a des priorités à gérer pour tout le monde. Il y en avait avant, il y en aura encore demain. Il y a forcément plus d'attrait pour beaucoup de choses, ça c'est évident aussi. Ce qui est extrêmement compliqué, c'est de passer d'un état à l'autre. C'est pas l'état dans lequel on rentre pour gérer son temps de cette façon-là demain. Je pense que on y arrivera. Et la génération digitale native, mais ce qu'elle est déjà née, je sais pas, aura moins de mal que nous à le faire parce que ils seront nés avec et auront les choses qui viendront d'instinct. Pascal Pic qui a écrit La fille de Néandertal ou la petite fille de Néandertal parle de ça. Donc c'est un des plus grands spécialistes de Darwin, au moins que je connaisse. Et il y a une évolution qui va se faire jusque dans nos gènes, j'en suis convaincu. Moi j'ai un fils qui est développeur informatique. Son cerveau est pas fait comme le mien. Quand je lui parle d'un certain nombre de choses, et il est dans les vapes, mais son père y est déjà aussi des fois, mais il pense code. Donc, il y a des évolutions qui vont se faire, qui vont faire que le temps se gérera différemment. Mais j'ai les mêmes inquiétudes que vous là-dessus. Mais c'est le passage d'un point A à un point B, d'un état actuel de gestion du temps à un autre état de gestion du temps. Par contre, je pense que nous, agriculteurs, on a un avantage par rapport à beaucoup d'autres. C'est qu'on n'a pas encore perdu le temps physiologique. Je vous ai dit tout à l'heure, en vous donnant l'image, quand j'ai une vache qui a besoin je l'aide à véler, faut que je me lève. Le contact avec la nature qu'on a encore nous permet de garder ce temps physiologique. C'est pour ça que je vous ai dit aussi que le numérique n'est qu'un outil, il ne faut pas le considérer comme autre chose qu'un outil, qui nous permet un certain nombre de choses. Mais il faut l'utiliser à fond, en user, en abuser. Je ne sais pas si ça répond à ce que vous faites, mais je pense qu'on arrivera à gérer nos choses comme ça. Après, vous avez parlé d'un certain nombre d'applications, mais ce ne sont que des applications. Est-ce que c'est les bonnes? C'est les bonnes pour un temps donné. Il y aura sûrement mieux après. Que ça, on dit que Facebook dans 5 ans sera mort, j'en sais rien, peut-être oui, peut-être pas, peu importe, à la limite c'est pas là le problème. C'est que on inventera en permanence. Pourquoi il y a tant de créativité actuellement? Imaginez qu'on vit actuellement la même chose qu'ont dû vivre nos ancêtres au moment de la Renaissance, au moment de l'agora grecque. On vit une période fondatrice. Steve Jobs, c'est Léonard de Vinci du XXIe siècle, ça je suis profondément convaincu. Ces gens-là voient devant ce qui se passe. Comme on s'émerveille de tout ce qu'a pu penser Léonard de Vinci. Il y a la chapelle Sixtine, il y a le palais Farnèse, il y a toutes ces choses-là, mais il y a tout ce qu'il a pensé d'autre et qu'il a fait. On rentre dans une période de créativité qui est au moins égale à celle-là. Et c'est à partir de là qu'on aura les éléments pour pouvoir faire, qu'on rentrera dans une gestion du temps qui sera démultipliée par rapport aux possibilités qu'on a actuellement. Déjà, toutes les tâches ménagères qui nous prennent beaucoup de temps, enfin moi pas trop, mais demain pourra être fait différemment. Alors là, on rentre dans autre chose. Tout ça, ça coûte. Oui. Mais aussi là, je pense qu'on va rentrer dans une phase d'industrialisation qui sera différente. Il y avait samedi soir sur France 2 une émission qui était très bien, je sais plus comment elle s'appelle, où on parlait de l'évolution de l'emploi, l'évolution du travail par rapport à tout ça. Je vous invite il est en podcast à regarder ce débat. Toutes ces tâches qui sont contraignantes. C'est pour ça que la notion d'emploi est quelque part une notion d'asservissement. Et la notion de travail, c'est pas la même que la notion d'emploi. Je pense que on va évoluer, bifurquer de l'un vers l'autre. Et ça va changer les choses. Par contre, les périodes de transition sont des périodes de grande instabilité et quelquefois, et on le vit, de grands chaos. Donc c'est ça qui est angoissant. C'est pas le monde dans lequel on va. Alors juste pour compléter votre réponse à Olivier Crassard, et sans révéler de grands secrets, par rapport à la gestion du temps, etc., il faut quand même savoir que M. Pillot arrive à dormir quelques heures par jour, simplement. Donc, il a cette capacité que pas forcément beaucoup d'entre nous avons. Alors, autre question.
Qui veut encore profiter, poser une question? Moi, j'en avais une. C'était, vous avez dit, vous êtes agriculteur. Par rapport à tout ce que vous nous avez présenté, quel accueil vos collègues agriculteurs vous réservent-ils, qu'ils soient jeunes, moins jeunes ou autres? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est aussi simple qu'on pourrait finir par le croire? Non, je vous ai déjà cité Idriss Aberkane tout à l'heure, je vais le citer une autre fois, et il me dit je prétends pas inventer quelque chose, mais il dit malgré tout, quand on invente quelque chose de nouveau, on passe par 3 phases. Dans un premier temps, on se fait moquer de soi. Dans un deuxième temps, on est critiqué, parce que les gens commencent à voir que c'est peut-être un peu sérieux, et après, c'est tellement rentré dans la vie courante qu'on en est dépossédé. Je suis pas à la 3e phase. Je suis entre la première et la deuxième. Effectivement, je passe beaucoup de temps sur. C'est la communication qui m'a emmené à ça, moi. Et Jean-Paul, que je salue, que on se connaît bien, c'est le temps que j'y passe. On a échangé déjà là-dessus. L'influence que je peux prétendre commencer à avoir sur les réseaux sociaux. Au début, mes collègues en ont rigolé. Mes collègues responsables professionnels en ont rigolé. Je les amusais avec Twitter. J'ai toujours eu une ligne éditoriale, je pense que je peux l'appeler comme ça, là-dessus. C'est toujours véhiculer que du beau sur notre métier, toujours mettre du positif et toujours transformer en positif ce qui peut être négatif. Je suis syndicaliste dans l'âme, mais je pense qu'on peut donner une vision positive du syndicalisme et on peut même positiver des revendications. Et je pense qu'on a plus d'impact en le faisant comme ça qu'en allant toujours dans la critique et dans les choses négatives. Je suis rentré dans une deuxième phase où je commence à essuyer quelques plates. Il y a quelques journaux, il y en a un chez nous auquel je pense on m'interdit de le lire, le dernier numéro, parce que j'en prends plein la figure dedans. C'est ma femme qui m'interdit de lire parce qu'elle me connaît. Et donc cette phase, et je suis entre ces 2 phases-là de critique. Est-ce que je me plante totalement? C'est possible, auquel cas j'arriverai jamais à la 3e. Il y a un certain nombre de choses qui me font dire que je suis pas tout seul, que d'autres y pensent aussi. Et puis je fais que m'inspirer de choses que je vois, que j'entends, et puis de regarder s'il y est, sans prétention d'analyser un peu ce qui se passe et puis d'essayer de le transmettre. Mais pour le moment, l'audience est. Alors si je m'en fie au livre, je dirais c'est plutôt pas mal parce qu'ils se vendent plutôt pas mal. Mais après c'est loin. Je suis pas un gourou que tout le monde vient voir. C'est clair. Puis je veux pas y être non plus d'ailleurs.